Découvrez les secrets de l'abondance quantique avec le docteur Olivier Madelrieux, coach mental et expert international reconnu pour avoir accompagné plus de 6000 personnes, dont de nombreux champions sportifs, coachs et chefs d'entreprise. Dans cette masterclass gratuite, vous découvrirez comment activer votre pouvoir d'attraction, vous apprendrez des techniques simples et concrètes pour transformer votre vie, la méthode des 3 questions pour reprendre le contrôle de vos pensées, mais aussi les clés pour manifester l'abondance dans votre réalité. N'attendez plus, cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran ou en description pour changer de dimension et créer la vie que vous méritez. Cette âme est dans l'obscurité, elle commet le péché. Le coupable n'est pas celui qui a fait le péché, mais celui qui a créé l'obscurité. Wow. C'est-à-dire de dire, mais est-ce qu'on a une société qui crée de la lumière, qui crée de l'amour, ou est-ce qu'on a une société qui maintient de la pauvreté, qui maintient de la misère, qui maintient du stress, qui maintient des inégalités et qui crée toutes les conditions pour qu'effectivement il y ait du passage à l'acte. Chers amis, bonjour, bienvenue. Merci de votre fidélité, merci pour les témoignages, merci pour tous les messages. Et je sais qu'en dessous de cette vidéo, il va y en avoir quelques-uns parce que celui que j'accueille dans cette émission est sur les canapés d'ABC Talk. D'abord, vous le connaissez au travers de son parcours, bien entendu, de son actualité qu'on va vous proposer et revisiter dans quelques secondes, mais surtout l'expertise et ce qu'il a permis et ce qu'il permet encore de faire dans son cheminement et parcours de vie. Olivier Clerc est donc installé sur les canapés. Bonjour Olivier. Bonjour Marc, merci d'être là. Merci. Comment vas-tu? Je vais beaucoup mieux. Voilà, je sors d'une longue traversée assez rude. C'est pour ça qu'on s'est pas revu plus tôt. C'est vrai. Parce que j'avais plus les yeux en face des trous. Aussi bien au sens propre qu'au sens figuré. Au sens propre surtout. Voilà. Ouais, bien sûr. Voilà. Et puis il y a un mois de ça, j'ai eu une opération qui m'a rendu une vision normale. Sinon, je t'aurais vu avec ton jumeau, tu vois. Et là, mais tu sais que ton regard a changé, hein. Alors peut-être, ça je suis le moins bien placé pour le voir. Ton regard a changé, t'as changé de lunettes? Non, j'ai les mêmes lunettes. Ah bah, parce que sur la photo, t'as pas les mêmes lunettes. Ah ouais, mais celle-là, elle date d'il y a longtemps. La dernière fois qu'on s'est vu ici dans ce studio, j'avais déjà les rouges. Ouais, très bien. Merci d'être là, Olivier. C'est toujours un vrai bonheur de partager évidemment plein de choses avec toi et d'avoir cette discussion à bâton rompu. On va parler évidemment de ton actualité, on va parler de tout ce que tu fais parce que tu es très productif. Tu écris toujours autant? Alors, pas en ce moment, ça s'est un peu calmé, mais j'ai de nouveaux projets qui reprennent. Mais j'ai l'impression qu'au travers de l'opération, des doutes que tu as eus, on a échangé un petit peu à travers des WhatsApp, des SMS et tout ça. Tu as eu une phase un petit peu compliquée quand même. Hein. Ah ben, même psychologiquement, elle a été difficile. Ça a été une vraie plongée intérieure. Mais c'est en même temps dans ces moments-là que, si tu veux, on se rend compte que d'avoir développé depuis quelques décennies ce qu'une amie appelle sa cathédrale intérieure, ça permet, quand tout s'effondre, de voir qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui tient. Et puis moi, alors, ce qui peut paraître curieux, ce qui m'a aidé, c'est que quand ça m'est tombé dessus, cette histoire, au lieu de me dire pourquoi moi, ben, j'ai fait la question inverse, pourquoi pas moi? On est 8 milliards sur Terre, pourquoi moi, Olivier Clerc, j'aurais pas des ennuis parce que je vis une vie spirituelle, parce que ci ou ça, mais Miguel Ruiz, il a eu 2 transplantations cardiaques, on connaît plein, puis je me prends pas pour Miguel, hein, mais on connaît plein de gens qui malgré une vie intérieure riche, ont eu des secouées, des traversées difficiles. Ouais. Donc je me suis dit, pourquoi pas moi? Bon, c'est ça qui se présente à moi, ben, on va le traverser. La symbolique des yeux. Tu t'es posé la question? Alors c'est rigolo parce que tu sais, on a un espèce de travers. Autrefois, au 19e, il y avait le dictionnaire des rêves. Donc, tu avais un rêve, tu ouvrais le dictionnaire, puis tu cherchais, ce qui est complètement ridicule puisque
On confond un symbole et un signe. Un signe, il n'a qu'une seule signification. Un symbole, il en a plein. Et on fait la même chose avec les maladies aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on veut tout de suite chercher des espèces de trucs à 2 balles pour se rassurer et tout de suite donner un sens. Alors qu'une pathologie, il faut d'abord la traverser, il faut d'abord la vivre. Et puis le sens, il se révélera peut-être 6 mois, peut-être 1 an, peut-être 3 ans après, c'est-à-dire selon où ça te conduira, rétrospectivement, tu pourras voir le sens. Vouloir tout de suite donner du sens alors qu'on n'a même pas traversé et vécu les choses, pour moi, ça me paraît pour le coup un non-sens. Mais là, tu l'as traversé. Là, je l'ai traversé. Donc tu peux être dans l'analyse. Oui, mais la deuxième chose, je me méfie du sens qu'on fabrique. Okay. Pour moi, le sens, il finit par émerger. Mais si je veux me fabriquer du sens, je vais m'en fabriquer. Et je peux donner n'importe quel sens finalement à ce qui m'arrive. En plus, si tu veux, mes yeux, ils se portaient super bien. J'ai toujours eu une acuité visuelle qui était très bonne. C'est les muscles derrière mes yeux qui étaient atteints, tu vois, pas les yeux. C'est une maladie qui provoque... Je retrouve plus mes mots, qui créent des anticorps. Okay. Et soit ils atteignent les muscles des yeux, soit les muscles des jambes. Tu as des gens qui, avec ça, n'arrivent plus à marcher. Donc voilà, ça m'a énormément appris. Mais tu sais que la plupart des gens qui s'installent là, moi je les écoute toujours religieusement et je bois leurs paroles parce que je trouve qu'il y a souvent évidemment beaucoup de sagesse dans ce qui est dit. En revanche, il y a évidemment ce fameux langage des oiseaux, la langue des oiseaux, où on dit la maladie, c'est le mal a dit. Et donc on essaie d'analyser les choses et on essaie de trouver des explications, comme tu disais, peut-être parfois un peu trop, à tort et à travers. Les yeux, est-ce qu'il y a une explication qui pourrait te sembler rationnelle dans ton parcours de vie, ce que tu aurais dû voir, ce que tu n'as pas vu, je fais vraiment un raccourci de bas étage. On me l'a dit 150 fois. J'imagine. Voilà. C'est pas tellement sur les yeux que ça m'a interpellé. Au départ, c'est une pathologie de la thyroïde. Okay. Voilà, hyperthyroïdie. Donc, premier mois, je perds 10 kilos d'un coup, tu vois, et le cœur qui bat à 120, voilà, tout qui est en sur-régime. Okay. Et c'est plus ça qui m'a intéressé, de se dire, tiens, qu'est-ce qui fait que ça atteigne la thyroïde, la gorge. D'ailleurs, petite anecdote, tu connais Thierry Janssen. Bien sûr, très bien. On se retrouve dans le Sud ensemble il y a 1 an et demi. Et puis les médecins, et on se met à parler de ça. Je lui parle du fait que j'ai une pathologie de la thyroïde. On est là les deux à se parler dehors. Et j'ai un papillon noir qui vient se poser sur ma thyroïde. Alors ne commence pas à analyser comme ça, comme tu viens de lire. Je ne vais pas analyser les choses. Tu dois analyser obligatoirement. La thyroïde a la forme d'un papillon, il faut le savoir quand même. Incroyable. Tu vois. Et il aurait pu se poser sur lui, sur moi, n'importe où. Non, il vient se poser juste sur ma thyroïde. Et là, oui, il y a des réflexions intéressantes qui sont sorties sur la gorge, sur le 5e chakra, sur l'expression, sur... Oui, il y a eu du travail intéressant, du chemin intéressant de fait. Voilà. Alors, justement, ce travail, tu l'as mis en place. Je veux dire, tu as fait des choses pour essayer d'avancer, de cheminer vers l'explication. Oui, mais comme je te dis, je veux pas y aller en force. Okay. Parce que je pense que les choses, elles émergent progressivement. Alors, il y a plein de choses que j'ai lues, il y a plein de choses qu'on m'a envoyées. Oui. Puis là-dedans, je regarde, mais toujours en étant attentif à ce qui déclenche une résonance. Parce qu'encore une fois, si on veut se fabriquer un sens intellectuellement, on va se le fabriquer, quitte à ce qu'il soit complètement à côté de la plaque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ça me parle, c'est que ça donne des clés, que ça me permette de continuer, de cheminer et d'avancer. Et là, oui, il y a des choses qui vraiment m'ont parlé pour le coup, puisqu'on parle de la gorge. Ouais. Comme quoi ? Comme quoi ? Comme je te disais juste avant qu'on débute cette émission, que je me suis retiré pendant quelques années de mon travail autour du pardon. J'ai tout remis à l'association Pardon International que j'ai créée, qui a fêté ses 10 ans d'ailleurs il y a 2 semaines, et qui a très bien continué ça pendant le temps où j'étais loin. J'avais besoin d'aller visiter la colère. Je viens d'une famille, je viens d'un pays où la colère n'a pas droit de citer. Tiens donc. Donc c'est une émotion qui n'existait pas dans ma vie et que je m'arrangeais toujours pour qu'elle soit pas là. Et donc dès qu'il y avait de la colère exprimée, ça pouvait pas sortir chez moi, il fallait que ça soit transformé. Et la vie m'a mis en demeure, et d'ailleurs, petite anecdote quand même incroyable, un jour je reçois un mail d'une personne en Espagne qui me dit « Je pense avoir été jeune fille au père chez vos parents en 1964. J'avais 3 ans. » Et le plus dingue, c'est que je me rappelle d'elle et je me rappelle de ses pronoms. On avait eu plein de jeunes filles au père,
Suisses alémaniques qui venaient à Genève pour apprendre le français, mais la seule dont je me rappelais, c'était elle, parce qu'elle avait un côté joyeux qui, aussi petit que j'étais, m'est resté. Et elle me dit, dans le mail qu'elle m'envoie, parce qu'elle m'a retrouvé à travers une vidéo sur YouTube, je ne sais pas si tu imagines, 60 ans après, elle me dit, j'avais le souvenir que vous étiez un petit criseux. Et ça, je me rappelais que quand j'étais gamin, on disait que je piquais des crises de colère. Mais il y a eu un moment où il y a une espèce de chape de plomb qui s'est mise là-dessus, et j'ai plus accès à la colère. Ça. Ça veut dire que tu l'as enfoui, quelle que soit la situation, voilà. Et quel que soit ce que tu étais amené à vivre. Voilà, c'est pas spirituel de se mettre en colère. Ouais, bien sûr. Et bref, ça a été le premier déclic, puis j'en ai eu un ou deux comme ça qui m'ont dit, il y a vraiment un truc à aller voir là-dedans. Et puis j'étais plus Monsieur Pardon, je pouvais prendre le temps d'aller explorer ça. Puis tu sais, quand c'est un truc que tu connais pas, tu t'en fais une montagne, donc moi, ça m'angoissait un petit peu d'aller vers là. Et puis j'ai pu faire ce chemin, et j'aime bien quand on se voit soi-même dire ou faire des choses qu'on disait pas ou qu'on faisait pas avant, c'est-à-dire quelque chose qui nous surprend nous-mêmes, c'est-à-dire une vibration nouvelle qui est là, et qui fait qu'aujourd'hui, je sais aussi mieux mettre des limites. Tu sais, mine de rien, j'ai quand même fait 1, 2, 3 pathologies auto-immunes. À un moment, tu te dis, attends, c'est quoi le problème? Je retourne ma propre armée contre moi, ce qui est censé nous défendre contre des virus, des éléments extérieurs, je le retourne contre moi. Il y a peut-être quelque chose à aller regarder là-dedans. Ça va parler évidemment à beaucoup de gens qui nous regardent. Comment mets-tu en application ce travail concrètement? Ça passe par quoi? Ce travail d'introspection, cette réflexion intérieure, ce travail sur la colère, c'est des phases de... Ça passe par quoi? Des méditations, des réflexions, de l'écriture, très concrètement. Comment tu fais? Parce que c'est très abstrait que de dire j'ai cheminé là-dessus sur la colère, j'ai travaillé sur la colère. Non, mais comment? Comment mettre ça en place? Et c'est très intéressant, on n'avait peut-être pas prévu nécessairement de parler de la colère, mais c'est intéressant parce que, pas du tout, parce que ce sujet me concerne à 100%. Ouais. Je suis dans le même cas que toi, enfin, dans le même cas dans lequel tu étais. C'est-à-dire que cette gestion de la colère a toujours été chez moi quelque chose de très, très, très difficile. Se lever avec la colère, se coucher avec la colère, tu vois. D'accord. Et d'être en permanence comme ça, colérique et tout. Bah, bon. Donc ça m'intéresse fortement de savoir comment tu as fait ce travail, ce cheminement. Alors, c'est une bonne question. Alors, moi, dans tout ce que je fais, même par exemple pour ces problèmes de santé que j'ai eus, j'ai ratissé large, c'est-à-dire que je suis allé voir 1, 2, 3, 4, 10, 15 thérapeutes différents. Je ne pouvais pas prendre un, puis voir si ça marche, puis ensuite un suivant. Donc, j'ai vraiment couvert un spectre très large. Et de la même manière, là, pour ce travail, j'ai utilisé tout ce que tu dis là, c'est-à-dire un travail intérieur, j'ai utilisé les états modifiés de conscience parce que c'est quelque chose qui nous ouvre sur des compréhensions qu'on n'a pas forcément différemment. J'ai utilisé l'écriture, j'ai utilisé les rencontres, le dialogue. Oui, j'ai vraiment voulu ratisser large. Et puis après, je ne sais pas si on en a déjà parlé ensemble, moi je suis quelqu'un qui est passionné par l'astrologie. Et je dis toujours, l'astrologie, c'est pas les horoscopes des magazines qu'on trouve chez le coiffeur, hein, c'est une discipline absolument fascinante. Et l'astrologie, il y a deux choses qui m'intéressent dedans. Un, ce que ça dit sur toi au départ, voilà. Et les gens qui découvrent ça pour la première fois, ils sont bluffés de voir quelqu'un leur raconter leur vie, leur fonctionnement intérieur avec des détails qui sont vraiment remarquables. Puis l'autre chose, c'est ce que j'appelle la météo stellaire, hein. C'est-à-dire, si tu veux aller en bateau de Brest à New York, tu vas regarder la météo, savoir s'il va y avoir une tempête, s'il va y avoir 3 jours de calme plat, bref. Eh bien là, ce qu'on appelle les transits et progressions en astrologie te disent quels sont les vents stellaires qui soufflent sur ta vie en ce moment. Et pour moi, il y a des détonateurs, il y a des rendez-vous à certains points où tout d'un coup, sur ta vie, il y a une énergie particulière et tu es mise en demeure de faire telle avancée, de faire tel travail, etc. Donc moi, cette traversée de 3 ans que je viens de faire, je savais ce que j'avais dans mon ciel et je savais qu'il y a un certain nombre de rendez-vous qui étaient là. Donc ça veut dire que les choses sont là pour être travaillées à ce moment-là, pas avant, pas après. Ouais. Donc on est aussi aidé, et moi je savais qu'il y avait des verrous qu'il était temps que je fasse sauter dont la colère.
dans ma vie, dont la colère. Dont la colère. Alors, s'il y a des astrologues qui nous écoutent, moi, j'ai un Mars carré Saturne dans mon thème. Okay. Mars, qui est justement toute l'assertivité, voire l'agressivité, la capacité. Mars, c'est le dieu de la guerre. Hein. Moi, il est plombé. Le plomb, c'est le métal qui correspond à Saturne, par Saturne. C'est-à-dire que dès le départ, il y a une énergie là qui peut pas s'exprimer aussi spontanément, aussi librement que chez d'autres. Donc ça veut dire que cette lecture, et notamment la maîtrise que tu as de l'astrologie, tu as dû le voir bien avant que tu te retrouves face à l'épreuve, face justement à ce positionnement de Mars. Donc comment est-ce que tu vis avec le fait de savoir qu'il va y avoir, à un moment donné dans ta vie, ce positionnement d'astre qui va sans doute engendrer des réflexions intérieures et un travail à faire sur toi? Alors c'est une très bonne question parce que moi je suis fan d'un auteur qui s'appelle Richard Tarnas qui avec Stan Grof, hein, l'un des pères de la psychologie transpersonnelle, ont développé une astrologie archétypale. Et un archétype par définition c'est quelque chose de sans forme et donc de polymorphe. Donc le même archétype peut se manifester de plein de façons différentes. Donc quand on regarde ce qui va se passer dans notre vie, c'est comme si je te disais, tu vas prendre ton voilier, il va avoir un vent de force 5, 6, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que tu vas faire de ce vent? Est-ce que tu vas déchirer ton spi? Est-ce que tu vas casser ta baume? Est-ce que tu vas démater? Est-ce que tu vas couler? Ou est-ce que tu vas tailler la route et gagner la régate en premier? On peut te donner la météo, on ne peut pas te dire comment ça va t'impacter parce que ça dépend de beaucoup de choses. Oui, sauf que tu sais que cette météo va être mouvementée. Voilà, alors... Qu'est-ce que tu fais? Alors, on ne peut pas s'empêcher de se dire, bon, ça va être plus ceci et plus cela, et en réalité, la plupart du temps, on est surpris par la forme que ça prend. Moi, je savais que j'avais une traversée un peu rock'n'roll, mais je ne m'attendais pas à ce que ça touche par une pathologie, par comme si... Puis une fois qu'on est dedans, l'avantage de l'astrologie, c'est qu'elle te dit, il y a un début et il y a une fin. Okay. Voilà. Donc ça commence à telle date environ, tu vois, et puis ça va durer, alors tu as des transits qui durent peu de temps, puis tu en as qui sont super longs, hein, notamment avec l'ami Pluton qui est très lent, et donc tu sais que tu es parti pour cette traversée-là, et tu sais qu'il y a un début, qu'il y a une fin, qu'il y a un sens. Si c'est là, c'est pas que le ciel t'en veut, c'est pas que tu as de la malchance, c'est que c'est utile, et donc du coup ça change tout, parce que tu vis la même chose sans savoir. Tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi, et comment, etc. Puis tu t'en veux, puis tu te culpabilises, puis ceci, puis cela. Là, tu es dedans, ça se coud, comme pour tout le monde, mais tu sais que ça a un sens. Tu sais que c'est là pour t'aider à avancer. Moi, j'ai cette conviction aujourd'hui, vraiment ancrée en moi, que tout ce qui nous arrive a un sens. Que le sens, souvent, il est difficile de le comprendre quand ça se coud, mais de pouvoir faire ce pari de la foi qui est de se dire dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, je comprendrai pourquoi ça m'est arrivé et je ne vais pas attendre d'avoir compris. Déjà maintenant, je dis merci la vie. Voilà. C'est dur, j'en bave. Moi, j'ai passé 8 mois à plus pouvoir lire, à plus pouvoir utiliser un ordi, à utiliser mon smartphone qu'en vocal. Dans ces cas-là, on est content comme moi d'avoir une merveilleuse chérie à ses côtés qui peut s'occuper de tout ce que je ne pouvais plus faire. Je ne pouvais plus aller faire des courses, etc. Donc ça a été quand même rock'n'roll, mais j'ai toujours eu la conviction que ça avait un sens, ça avait une finalité, ça avait une raison d'être. Et c'est réconfortant. Ça aide, oui, ça aide beaucoup, tu vois. C'est ça qui est fabuleux quand effectivement, et c'est toujours important, et je trouve que tes paroles sont pleines de sagesse, parce que c'est important de se dire que quand on est comme ça, au cœur de ce cyclone, et quand l'activité est mouvementée, qu'elle est soit physique, soit émotionnelle, soit intellectuelle, se dire qu'effectivement, il y a une raison à ça, et qu'on peut, et on a la force de le traverser. Beaucoup de gens qui sont installés ici disent, dis-moi si c'est d'accord, disent, si la vie vous impose une épreuve, c'est que vous êtes capable et apte à la surmonter. Alors je suis assez tenté de penser la même chose, et en même temps, chaque fois, j'ai une pensée pour les gens qui ont traversé des épreuves terribles et puis qui s'en sont pas sortis. Voilà, j'ai la conviction qu'on peut en faire quelque chose, et en faire quelque chose, c'est pas forcément survivre à une maladie, c'est pas forcément échapper à des situations graves, mais je sais que c'est un discours qui est pas forcément facile à entendre. Moi, j'ai une amie à laquelle je pense beaucoup, que je vais revoir prochainement, Mina Goll Compagnon. Elle a perdu ses 2 enfants à 4 et 6 ans dans un récit dramatique qu'elle a raconté dans
dans ce livre merveilleux « Apprivoiser le pardon » chez Très Daniel. Il faut voir le chemin incroyable qu'elle a fait, mais il a fallu plus de 7 ans pour que émerge le sens, pour qu'elle devienne cette femme, cette grande dame incroyable qu'elle est aujourd'hui. Et j'ai conscience que des gens qui traversent des moments terribles, leur dire tout ça a un sens, etc., il y a des moments où tu n'es pas prêt à entendre ça. Je comprends. Voilà. Et il faut respecter aussi ça, parce que sinon, les gens se sentent agressés. Tu sais. C'est du même acabit que tout est juste. Oui, voilà. Mais il y a des moments où tu peux pas. Je pense, tu as lu certainement comme moi, dernier fragment d'un long voyage de Christiane Singer. Elle raconte qu'à un moment, elle est en train de se mourir d'un cancer quand même. Quelqu'un débarque dans sa chambre d'hôpital et ose lui balancer à la figure « Non, mais ton cancer, c'est tes vieux trucs de culpabilité judéo-chrétienne qui ressortent. » Et quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, bien sûr, les gens essaient de vous aider en disant « Oui, ça veut peut-être dire ci, ça, etc. » Mais c'est souvent tellement maladroit. Tellement maladroit. On ferait mieux des fois de demander à la personne, mais de quoi tu as besoin juste là en ce moment. Et c'est là où c'est intéressant de t'entendre, parce que tu ne fais pas partie de certains appellent ça la spiritualité doudou, oui. Qui consiste à trouver une explication à tout, et en tout cas, voilà, peut-être aussi à mettre des formes là où il n'y a pas nécessairement besoin, mais de mettre des formes. Oui, et puis pour moi, c'est là où la foi intervient. Et la foi, c'est un mot avec lequel j'ai eu beaucoup de problèmes. La foi, pour moi, je la définirais aujourd'hui simplement comme confiance en la vie. Le mot confiance, ça veut dire avec foi. Et la foi, elle intervient quand tu comprends pas. C'est de dire, là, je comprends pas ce qui m'arrive. Là, je suis secoué dans tous les sens. Mais je garde foi que ça a un sens, même si je suis incapable de le discerner là maintenant. Et puis, s'il doit m'être révélé, il me sera révélé. S'il l'est pas, il l'est pas, et c'est pas grave. J'ai pas besoin du sens. Je fixe pas tout dans ma tête à exiger que tout ait un sens, une rationalité, une logique. J'ai confiance en la vie. Et ça nous amène à un autre espace que ce besoin de comprendre, qui est des fois un peu pathologique. Qu'est-ce que la colère a dit de toi alors ? C'est pas tellement ce qu'elle a dit de moi, c'est surtout que ce qu'elle a révélé de toi. Ce que j'ai compris dans la colère que je comprenais pas avant, c'est que pour moi, dans la colère, il y avait tout le temps quelque chose qui était forcément méchant, mauvais. Et il m'a fallu du temps pour comprendre que la colère pouvait être une manifestation d'amour. Ça a été vraiment la grande découverte pour moi. C'est de découvrir qu'il y a des fois où c'est pas une colère qui vient de l'ego, c'est qu'il y a des choses qui méritent d'être protégées, qui méritent d'être défendues, et qu'on peut le faire avec amour, mais avec un amour qui prend une forme qui peut être assez... parce que il y a des choses qui ont besoin effectivement d'être défendues, et que ne pas le faire, à l'inverse, que laisser passer, laisser courir, etc., au nom d'un lâcher-prise qui se voudrait spirituel, au nom d'une acceptation qui se voudrait spirituelle, ben c'est pas juste. Et au final, ce que j'aime bien, c'est que ça nous ramène toujours à la même leçon, c'est qu'il y a un temps pour chaque situation ou pour l'inverse. Il y a un temps pour parler et il y a un temps pour se taire. Il y a un temps pour accepter et il y a un temps pour défendre des choses qui ont besoin d'être défendues. Et le drame, malheureusement, c'est qu'il n'y a pas un mode d'emploi universel. Bien sûr. C'est à nous, individuellement, face à chaque situation, de savoir si je dois aller du côté yin, du côté yang, si je dois dire oui, si je dois dire non. Il y a un livre que tu connais certainement, qui est pour moi le roman initiatique par excellence, c'est Initiation, oui. de Elizabeth H. Oui. Et j'ai vu passer l'autre jour. Voilà. Mais ce livre que j'ai lu 10 fois et que je relirai encore, c'est comme un écrin qui contient au milieu une perle. Cette perle, c'est un chapitre qui doit faire moins de 15 pages et qui s'appelle « Les 12 paires de qualités jumelles ». Et tu prends juste ce chapitre, tu le trouves en PDF facilement sur Google. Tu peux bosser une vie, 10 vies facilement avec. Et c'est chaque fois ça, ces 12 paires de qualités jumelles, c'est exactement ça. C'est de dire, dans telle situation, si tu te tais, c'est la cata. Dans telle autre situation, si tu parles, c'est la cata. Dans telle situation, il faut apprendre à obéir. Dans telle situation, il faut apprendre à diriger. Et il n'y a pas de truc. Il y a juste une notion de discernement et de justesse qui fait qu'à chaque instant, dans chaque situation, je me dis c'est ça qu'il faut que je fasse, ou c'est exactement le contraire. Donc, en ayant appris ta colère, en ayant compris ta colère, ça veut dire que tu t'autorises aujourd'hui à l'être ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je m'autorise à défendre les choses. Moi, le lâcher-prise, franchement, j'ai jamais eu de problème avec ça. Lâcher-prise, mais je sais faire. J'ai un doctorat en lâcher-prise, tu vois.
Mais par contre, je ne savais pas, j'avais du mal à défendre ce qui est mien, à défendre, même ne serait-ce que ce corps physique, à défendre. Et tes convictions. Oui, ou mes biens, ou ce que j'ai créé, bien sûr. j'avais tendance à tout donner, tout lâcher, etc. Il a fallu, par exemple, que des gens autour de moi disent « Tu dois déposer le non-cercle de pardon ». Mais pourquoi ? Parce que sinon, des gens vont l'utiliser et feront n'importe quoi avec. Il a vraiment fallu que des gens, au départ, m'aident à me dire « Il y a des choses qui méritent d'être protégées parce qu'elles ont de la valeur ». Et des fois, on peut avoir une vision tellement spirituelle qu'on se dit « Oh, mais la matière, c'est pas grave, ce corps, il va finir par mourir. Cette entreprise que j'ai créée, un jour, elle n'existera plus, etc. » Oui, mais là, maintenant, elle existe. Et là, elle a ni plus ni moins de valeur qu'un autre corps, qu'une autre entreprise, qu'un autre truc qu'on a créé. C'est fou parce que l'année dernière, tu es venu l'année dernière ici. Il y a 2 ans, je pense. Il y a 2 ans même. Ça fait 2 ans que j'étais. Tu n'avais pas ce discours. Ah ben non. Ah ben non, c'est clair. Et honnêtement, tu avais eu un discours qui m'avait qui m'avait travaillé parce que je me suis dit, waouh, quelle spiritualité, quel recul sur la vie, quelle façon d'appréhender les choses que je trouvais absolument fantastique, presque à marcher sur l'eau, être en lévitation et à bouffer des graines. Tu vois, je me disais, waouh, Olivier Leclerc, c'est... Là, je trouve que j'ai le sentiment, en tout cas, pardon de te dire ça, mais j'ai le sentiment que la vie t'a rappelé à l'ordre. Un petit peu. Oui, de toute façon, pour moi, les leçons de la vie, c'est toujours des grandes leçons d'humilité. Et moi, pourtant, je vis avec cette conscience que j'ai eue très tôt de dire, on doit toujours savoir travailler avec les deux côtés, le yin, le yang, le masculin, le féminin, le plus, le moins, etc. Et je suis attentif à ça, mais on a des angles morts, on a des choses qu'on voit pas, et puis on a des choses sur lesquelles, à un moment, il faut travailler. Voilà, moi, c'est quelque chose qui me passionne parce que, par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup d'élitisme dans la spiritualité où on pense que la personne qui fait du yoga, qui médite, elle est spirituelle, mais le type qui est champion de foot ou de tennis ou qui fait je ne sais pas quel autre métier, ben non, c'est pas une vie spirituelle. Mais je pense que c'est une conception qui est tellement limitée. En fait, tout ce qu'on fait, si on le fait en conscience, et si ça s'inscrit dans l'axe de vie qui est le nôtre, eh bien, c'est spirituel. C'est ça, être spirituel. T'as un type qui a passé des vies antérieures, entières, à combattre, à être dans des trucs de dingue. On lui envoie une incarnation où il doit apprendre à profiter de la vie, à être au calme, à être un bon vivant, à savoir apprécier le calme, la nature, la bonne chair, etc. Vu l'extérieur, on dira, oh, celui-là, il se foule pas. Mais s'il réussit ça, et ça sera certainement un défi pour lui, pour elle, de vivre une vie comme ça. S'il réussit ça, il a mené une vie parfaitement spirituelle puisqu'elle est venue lui donner une leçon qui lui faisait défaut. T'as quelqu'un qui a été moine, bonne sœur, infirmière, qui pendant des années s'est dévoué pour les autres au point de complètement s'oublier. Puis un jour, on lui dit là-haut, là tu redescends, mais là tu descends pour tes fesses. Tu descends pour toi. Tu descends parce que tu as besoin de construire aussi une personnalité qui existe vraiment. Eh bien, s'il vit une vie d'égoïsme éclairé, il vit une vie spirituelle. Et quelqu'un comme ça, tu lui dis non, mais il faut penser aux autres, etc. Ben, je ne suis pas venu pour ça. Et ma vie sera spirituelle parce que je viens vivre ce que je suis venu apprendre. Si je suis venu apprendre le courage et que je suis soldat, ben, ma vie sera spirituelle puisque j'aurai appris ce pourquoi je suis venu. Tu vois, on a tendance à avoir une vision tellement segmentée, sectorialisée, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est spirituel, ça l'est pas. Mais qui on est pour raconter des trucs comme ça ? Tu parlais d'incarnation et de vie incarnée à l'instant présent, ici et maintenant. Est-ce que tu as travaillé un peu pour connaître des vies d'avant ? Tu as déjà exploré ça ou pas ? Je ne crois pas t'avoir posé la question la dernière Alors, fois. c'est des choses dont j'ai entendu parler, j'étais très jeune, il y a 20 ans déjà, on commençait à parler, puis il y a des gens qui faisaient de l'hypnose régressive, etc. Et là aussi, moi, j'ai une espèce de réserve par rapport à ça. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu m'avais dit. Qui est de me dire, si c'est utile que je sache ça, ça me sera donné. Si on revient avec l'oubli de nos vies intérieures, c'est qu'il y a de bonnes raisons à ça. Et qu'il faut être prêt, parce que des fois, ce qui va nous revenir n'est pas forcément ce qu'on imagine. On n'a pas tous été Nefertiti ou Akhenaton. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, certains le prétendent, oui. Faut être prêt à ça. Moi, j'ai travaillé en état modifié de conscience et j'ai des choses qui sont revenues qui n'étaient pas rigolotes, qui ont été d'une intensité émotionnelle peut-être 10 fois plus forte que tout ce que j'ai vraiment vécu dans cette vie. Et je peux te dire que dans ces moments-là, tu te dis c'est bien d'être accompagné, c'est bien de vivre ça dans un cadre solide parce que c'est hyper fort, quoi. Ça veut dire que tu n'as pas été quelqu'un de bien ?
Non, ça veut dire que j'ai vécu quelque chose de dramatique, Difficile. voilà, qui s'est terminé vraiment de façon tragique. Et qui a une résonance sur ta vie d'aujourd'hui ? Qui a une résonance, oui, sur ma vie d'aujourd'hui notamment. Et ça on parlait d'Aruna tout à l'heure, ça parle Aruna Lipschitz, ouais. ça lui parlerait beaucoup parce que cette vie-là qui m'est revenue s'est terminée de manière tellement tragique qu'il y a une partie de moi qui voulait plus s'incarner en disant « si l'incarnation, c'est ça votre truc de j'en veux plus, tu vois ?» Donc de revenir, quand elle parle de la nostalgie de l'ailleurs, tu vois, de revenir, d'accepter tout ce que c'est que de vivre dans ce monde, dans un corps, avec tout ce qu'il y a comme douleur, comme souffrance, comme maladie, comme tout ce qui fait partie de la vie humaine. C'est vrai que parfois on se demande. Ouais. Voilà. Et d'être bien avec ça, et d'accepter ça, et d'accueillir ça, de pouvoir, comme Christiane Singer, encore une fois, dire un oui à la vie dans tout ce qu'elle nous offre, pas juste le meilleur, puis le reste, on le met de côté. C'est du boulot, tu vois. Et pour moi, d'identifier ça, ça a été super important parce que ça m'a donné une clé pour me dire, ok, je suis venu aussi pour travailler là-dessus et pas juste pour me désincarner. Moi, j'entends à partir de l'âge de 16 ans, Rêve lucide, apprendre. J'ai écrit un des premiers livres en français là-dessus, il y a plus de 40 ans, tu vois. Je m'intéressais aux états modifiés de conscience, je m'intéressais à tout ce qui me permettait de sortir. Je voulais faire des voyages astro, sortir de mon corps, etc. Je faisais du question d'isolation sensorielle pour aussi voyager dans la conscience. Mais le corps, la vie incarnée et tout ça, c'était pas mon truc. Hein. Donc moi, j'ai l'impression de faire un chemin de descente, d'involution, tu vois, d'accepter d'être dans le corps, dans la vie, avec tout ce que ça représente. Ouais. Est-ce qu'au vu de cette actualité que nous vivons, à l'heure en tout cas où on enregistre cette émission, et tout est tellement mouvementé, géopolitiquement parlant, si compliqué, est-ce que tu as la foi en l'humain ? Alors, il y a eu des moments où elle a été mise à l'épreuve, là, dans ces dernières années, où je me suis vraiment posé des questions. Et puis, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est plus fort que moi, qui fait que j'y reviens sans cesse. Et puis, surtout que je me méfie beaucoup de la façon dont... Tu sais, des fois, on a envie de mettre l'océan dans un seau d'eau. On a envie de s'imaginer que notre cerveau, il est capable de comprendre l'univers dans son entier. Ce qui est pour moi d'une prétention folle. Et je pense que on peut à un moment juste se brancher sur quelque chose qui nous dépasse complètement et qui nous permet de pas désespérer. J'ai sorti une nouvelle édition d'un livre que j'avais sorti il y a 15 ans, qui s'appelle cette fois « Rien ne peut empêcher la rivière de couler ». Et pour cette réédition, j'ai mis 2 nouvelles métaphores qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Et il y en a une qui est celle de l'eau sur le point de bouillir, au bord de l'ébullition. On est nombreux le matin à prendre notre bouilloire. En plus, il y en a plein maintenant avec un petit écran, tu vois la température monter. Et si tu regardes, tu verras qu'en même temps que la température monte, le bruit monte. Et plus plus la température approche du seuil d'ébullition, plus ça fait de bruit. C'est vrai. Jusqu'à quand ? Jusqu'à à peu près 80-85 degrés. Et tout d'un coup, la température continue de monter, mais le bruit, il baisse. C'est vrai. Pourquoi il baisse ? Parce que l'eau change d'état. Elle passe de l'état liquide à l'état de vapeur. C'est-à-dire que tant que ça chauffe, l'agitation dans les molécules augmente, et c'est ça qui fait du bruit, jusqu'au moment où elles se libèrent et elles deviennent vapeur. Et c'est intéressant cette métaphore parce que je pense qu'elle décrit ce que nous vivons maintenant. Déjà, on est en train de passer d'un signe d'eau, les poissons, à un signe d'air, le Verseau. C'est l'astrologie qui parle. Voilà. Et on vit cette période de chaos. L'ébullition, elle est là. Il y a une espèce de chaos dans ce monde de dingue. On est dans un état d'instabilité totale. On ne sait pas ce qui va arriver demain, après-demain. Sincèrement, moi, j'ai jamais vécu de période aussi instable que celle qu'on connaît. Donc, de là à imaginer toutes sortes de catastrophes, il n'y a qu'un pas. Mais peut-être qu'en prenant plus de recul, on peut dire qu'on est en train de vivre une mutation, un changement d'état, et qui va amener à quelque chose qu'on n'arrive même pas à imaginer. De la même manière que pour passer de la chenille au papillon, tu as cette étape dans le cocon où il se désintègre. C'est-à-dire qu'il y a une étape de chaos entre 2 étapes stables. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne nous enseigne pas assez, c'est que la transformation, elle passe souvent par une étape de chaos, que ça soit individuellement, et là je suis bien placé pour le savoir, ou que ça soit aussi collectivement. Donc quand on voit le chaos, on a l'impression que tout est foutu, on a l'impression qu'on a perdu l'ordre qu'il y avait avant. Et moi, je ne peux pas m'empêcher de nourrir l'espoir ou l'espérance que c'est un passage obligé
vers quelque chose d'autre derrière. Mais c'est un passage obligé. Je pense, oui. On va parler de ton actualité, on va parler de tes ouvrages, évidemment, on va parler du coffret qui est présent aux éditions Le Duc, mais on a j'ai un petit rituel d'une chronique que j'ai appelée « Je pense jeudi ». Et je vais te proposer des commencements de phrases que tu vas finir, si tu veux bien. D'accord. Déjà, juste sur cette phrase, « Je pense jeudi », est-ce que tu es adepte de ça ? Je pense jeudi. De dire tout ce qu'on pense ? Ouais. Ah, alors je sais pas, non, je pense pas que c'est de ma nature. Je suis quelqu'un qui, d'abord parce que j'écris aussi, je réfléchis à ce que je dis, tu vois, donc je sors pas tout ce qui me passe par la, Donc il est par la tête. pas toujours bon de dire ce qu'on pense. Je pense que de réfléchir 2 secondes avant, c'est pas inutile. Voilà. Ça Il n'y a qu'à voir sur les réseaux sociaux. Oui, c'est ce que j'allais dire. Hein. Ouais. Des fois, je plaisante en disant que voilà, comment je dis ça ? La parole impeccable, c'est bien, mais des fois, c'est aussi important de savoir se taire, quoi. Ouais. Ou de fermer sa gueule, oui. hein, pour parler poliment. Voilà, ouais. Certains qui voulaient, je crois qu'il y a, c'est Gérard Lanvin, l'acteur, qui disait, je vais sortir un hashtag. Non, c'est Jean Dujardin, le comédien, qui disait, je vais sortir un hashtag apprends à fermer ta gueule. Et je crois que de temps en temps, c'est pas plus mal. Alors, oui, j'ai retrouvé la formule. C'était avant de faire un commentaire, savoir comment se taire. Oh, bien vu. Ouais, ça, je vais la garder. Elle est bien, celle-là. Pour moi, le bien-être commence par la paix du cœur. Après, tu me diras, je prêche pour ma paroisse, mais ce que je vois, c'est que tant qu'ici on est encore divisé dans les conflits, d'abord ça se répercute sur le corps, ça se répercute sur les pensées, ça se répercute sur nos relations, ça se répercute partout. Quand je suis confronté à un défi, je me rappelle toujours que que les défis sont là pour nous aider à grandir, à avancer, pour nous apprendre quelque chose. Moi, j'ai vraiment c'est sans cette doute le conviction. truc le plus difficile pour moi, ça. Ouais. J'entends ce que tu dis et je pense que, évidemment, tu as raison, mais c'est sans doute le truc le plus difficile parce que le défi, parfois, tu te demandes. L'autre jour, ma femme écoute beaucoup la radio. L'autre jour, je suis tombé juste sur une citation qui m'a rappelé quelque chose que j'ai souvent entendu, qui disait « c'est pas le chemin qui est difficile, c'est le difficile qui est le chemin ». Oh, joli. Et c'est de se dire, ce qui est difficile est souvent ce qui nous permet de grandir et d'avancer. Ce qui est facile, ben évidemment, c'est facile, c'est agréable, etc. Bien sûr. Mais si ça l'était tout le temps, qu'est-ce qu'on s'emmerderait ? C'est vrai. Mais si le défi pouvait être gentillet, ça serait pas mal. Qu'il soit pas trop violent. Oui. Ça serait pas mal. Mais il faut se rappeler comment on se sent quand on a surmonté le défi. C'est vrai. Après, il est résolument positif, Olivier. Non, mais t'as pas remarqué que c'est souvent nos plus mauvaises expériences qui fait nos meilleurs souvenirs ? Non, mais c'est sûr. Non, mais évidemment, incontestablement. Mais voilà, toujours le verre à moitié plein, hein. Quand je dis je m'auto-fatigue, je vous le dis, c'est tous les jours. Bon. Pour moi, le geste ou le rituel qui m'aide le plus au quotidien, c'est... Est-ce que d'abord, tu as des rituels ? Oui, j'en ai beaucoup. Ouais. Je viens d'un enseignement spirituel qu'on partage d'ailleurs avec Aruna. On a les deux été beaucoup influencés par un maître spirituel qui a vécu en France, qui s'appelait Omraam Mikhaël Ivanov, et qui avait donné des rituels pour tout. Mon livre, Magicien du quotidien, dont tu as l'oracle devant toi là, on va en parler, ouais. C'est 40 verbes, c'est 40 rituels, c'est 40 manières de ritualiser. Et ça, j'aime beaucoup. Et il y a toujours l'application, hein, je crois. Hein. Non, il y a tout le temps, il y a une application. C'est on que reçoit régulièrement. Ouais, c'est que de la... Voilà. Et pour moi, dans les rituels simples, pour moi, il y a la gratitude, il y a la bénédiction, il y a l'émerveillement. Chaque fois que je sors de chez moi, en plus j'habite une tellement jolie région, puis que je vois la nature, je vois les arbres, je vois le ciel, peu importe le temps qu'il fait, je suis tout le temps en reconnaissance et en remerciement de ça. Parce que je pense que l'ingratitude nous joue énormément de tours. On ne se rend pas compte qu'on vit dans un pays où on a une chance de dingue. C'est vrai. On est un peuple qui est connu mondialement comme des râleurs. Et des fois, de cultiver cette habitude de se dire mais qu'est-ce que j'ai comme chance, quoi, pour ci, pour ça, pour ça. Même quand j'étais malade, je me disais mais j'ai encore la chance d'être dans un pays où je peux être soigné, où les soins sont remboursés.
Il n'y a pas besoin d'aller loin pour trouver des pays où c'est pas le cas. Résolument positif, je vous le dis moi. Olivier Klein. Alors donc les rituels, alors qu'est-ce que tu mets en place comme rituel un petit truc simple dès le matin. Par exemple, moi j'ai un rituel quand je fais le café le matin. Voilà, faire le café pour moi, alors je le fais à la turque pour pas me dire à la bulgare, et c'est un rituel, c'est-à-dire c'est un moment sacré pour moi la préparation de ce café, et j'ai même une formule magique, une phrase que je me répète en le buvant, tu vois, je dis pour la force du café qui stimule et éveille la conscience, avec la puissance de l'esprit qui siège en maître et détruit tous les poisons. Je le fais depuis 30 ans, si tu veux, ce qui fait que chaque fois que je bois un café, déjà dans la préparation, j'ai pris le temps de le faire avec amour, avec conscience, et après, en le buvant. Donc je démarre ma journée comme ça. À quel moment prépares-tu le café? Est-ce que tu prépares le café après ta douche ou avant ta douche? Si c'est comme moi, que tu prends ton café avant ta douche, c'est-à-dire que tu as la tête comme ça, les yeux comme ça, je suis pas sûr de pouvoir retenir la phrase que tu viens de dire pour ritualiser mon café. Mais tu vois ce que je veux dire? Alors non, je commence par la douche, mais même la douche est un rituel. Oui, tu ritualises même la oui, douche. Parce que le nombre de gens qui prennent une douche et ils ont leur corps sous la douche, mais la tête est en train de se dire « Ah oui, il faut que je pense à 17h à amener les gamins à la leçon de piano, et puis il faut que j'annule mon rendez-vous chez l'ostéo parce que je peux pas y aller. » Donc tu as juste le corps. Mais qu'est-ce qui t'empêche de faire de cette douche chez toi un moment d'ablution comme si tu étais dans le Gange à Bénarès, tu vois, de dire comme mon corps est lavé, que tout mon être soit lavé, purifié, que ça soit les vieux sentiments, les vieilles pensées, les vieux trucs dont je n'ai pas besoin, qu'ils soient dissous par l'eau. Et tu sors de ta douche et tu as non seulement un corps tout beau, tout propre, mais tes corps éthériques, astral, éthyliques pour certains aussi, sont aussi nettoyés, tu vois. Oh, magnifique, magnifique. Pour moi, le plus beau cadeau que l'on puisse se faire, c'est... Alors là, je vais te donner une réponse qui va te paraître bateau, mais j'ai fait une conférence il y a 15 jours aux Journées du Pardon sur le pardon à soi. Je travaille potentiellement sur un livre sur ce sujet. On va en reparler. Le pardon à soi, c'est arriver à faire enfin l'unité en soi, arrêter de se juger, arrêter de s'en vouloir, arrêter d'être son pire bourreau, son pire ennemi. Mais le jour où on arrive enfin à ça, mais c'est toute notre vie qui change. Arriver à s'aimer soi-même. Tu sais, moi, depuis 15 ans que je suis dans ce travail sur le pardon, je suis effaré du niveau de jugement de soi, de manque de respect de soi, manque d'amour de soi que cultivent la plupart des gens. C'est effrayant. C'est vrai. Non mais, j'étais en train de regarder tes ouvrages parce qu'il y en a deux là. Évidemment, j'arrête de juger et de me juger. Ouais. Et le fameux « peut-on tout pardonner ?» Alors ça, on pourrait, ne serait-ce que sur cette question, on pourrait faire une émission entière. Ah oui, carrément, oui. Peut-on tout pardonner? Bon, je termine là-dessus. Ma plus grande source d'énergie positive, c'est... Oh, j'ai envie de dire, c'est la nature. C'est une des raisons pour lesquelles moi je ne vis pas à la ville. C'est que dès que je sors dans le jardin, dans les champs, dans la forêt, ça m'a amusé qu'on invente la sylvothérapie. Purée, il fallait donner un nom comme ça à une évidence absolue, c'est que la nature nous fait du bien, qu'elle nous recharge, que 10 minutes, un quart d'heure de marche dans la nature, et la plupart des soucis qu'on a sont dissous. Et que dirais-tu à quelqu'un qui est en face de toi à cet instant où nous enregistrons l'émission et qui, lorsqu'il se balade dans les bois, prend son téléphone avec lui, vérifie 54 fois si dans WhatsApp il y a des messages, et si, lorsque quelqu'un lui dit « mais décroche de ton téléphone, regarde cette nature, lève la tête pour regarder ces arbres qui sont centenaires et qui sont en train de se foutre de toi en disant « mais regarde, lui, il n'arrive même pas à décrocher de son téléphone ». Qu'est-ce que tu réponds à quelqu'un qui est comme ça? Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Après, tu sais, moi, j'isole pas les gens. On vit dans une culture qui est comme ça. Et que on peut stigmatiser telle personne, tel criminel, tel ceci, tel cela. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de se dire quelle société on a créée et quel type de comportement elle favorise et pourquoi. C'était déjà les interrogations d'un Victor Hugo quand il écrivait Les Misérables. Tu vois, est-ce que tu vas stigmatiser Jean Valjean? Ou est-ce que tu t'intéresses à quelle société crée des gens qui sont dans une telle misère, dans une telle ignorance, qu'ils
ils sont poussés au crime. Il a une phrase extraordinaire, je ne suis pas sûr de la citer juste, mais en gros, il dit « Cette âme est dans le péché, cette âme est dans l'obscurité, elle commet le péché. Le coupable n'est pas celui qui a fait le péché, mais celui qui a créé l'obscurité. » Wow. Ah, c'est-à-dire de dire, mais est-ce qu'on a une société qui crée de la lumière, qui crée de l'amour, ou est-ce qu'on a une société qui maintient de la pauvreté, qui maintient de la misère, qui maintient du stress, qui maintient des inégalités, et qui crée toutes les conditions pour qu'effectivement il y ait du passage à l'acte derrière. J'ai la réponse. Tu l'as aussi? Ouais. Je crois en la deuxième possibilité. Ouais. L'actualité d'Olivier Clerc, évidemment, l'actualité, et on avait d'ailleurs intitulé « Ma philosophie appliquée ». C'était intéressant de prendre ce titre d'émission parce que c'était de voir un petit peu au quotidien comment, évidemment, tu vivais des choses, comment tu vivais cette spiritualité, comment tu cherchais, alors je ne sais pas si c'est le bon terme, à peut-être impacter le monde. Tu as cette envie ? Alors j'ai toujours eu une envie de partager, c'est-à-dire que je suis quelqu'un d'une curiosité insatiable et que chaque fois que je trouve quelque chose qui me fait du bien, j'ai qu'une envie, c'est de le partager, au point où des fois je suis au tiers d'un livre que déjà j'en parle avant même de l'avoir terminé, parce que j'ai cette passion de partager. Et puis j'ai une passion de l'éducation, mais l'éducation au sens le plus large du terme, c'est-à-dire une éducation qui touche le corps, le cœur, la tête, l'esprit, les relations, pas juste la tête comme on fait à l'école malheureusement, mais vraiment une éducation intégrale. Je pense que tout peut s'apprendre et j'ai toujours eu à cœur de partager par l'édition, par la traduction, par la presse, par les coffrets, par les webinaires aujourd'hui, par tout ce que tu veux, de partager des outils. Mais ce sont des outils que moi j'ai mis en pratique d'abord, c'est-à-dire j'ai voulu voir ce que ça faisait sur moi, est-ce que ça m'apporte quelque chose, et si oui, de pouvoir le faire connaître et le partager. Les retraites Genesis ? Alors ça, c'est quelque chose que j'ai créé en 2012, peu après mes 50 ans. Il y a une prochaine session en octobre. En octobre, hein, ouais, on en fait en moyenne 2 par an. Alors c'est des du petits 6 au 12 octobre. C'est des petits groupes, hein, on ne dépasse pas 16 personnes. Je dis petits parce que dans le pardon, j'ai des groupes de 50, 80 personnes parce que l'atelier le permet. Mais là, c'est un travail d'une semaine en résidentiel sur les 4 dimensions, donc spirituelle, intellectuelle, affective, physique, vraiment donner une boîte à outils aussi complète que possible aux gens pour pouvoir cheminer, travailler, se transformer. Tu sais, Abraham Maslow disait « À qui n'a qu'un marteau, tous les problèmes sont des clous hein ». Et on voit beaucoup ça, des gens qui ont fait un seul stage et qui pensent qu'avec ça, ils vont régler tous les problèmes. Ben non, il faut multiplier les outils, les approches, parce qu'aucune approche, aussi géniale soit-elle, ne va tout régler. Donc du 6 au 12 octobre prochain, c'est 7 jours, guérir le cœur et libérer le mental pour que l'esprit se reflète dans le corps, ou en langage symbolique, apaiser les flots et dégager le ciel pour que le soleil féconde la terre. Les 4 éléments. Et alors je précise, Genesis, c'est pas parce que je suis fan d'un groupe de musique Collins mythique. Voilà, c'est parce que c'est le nom en anglais ou en grec de la Genèse, et quand Genesis a 7 lettres, Genèse en a que 6 en français, donc je préférais mettre Genesis. Voilà. On a évoqué évidemment le pardon, les cercles de pardon et tout ce que tu as pu pendant autant d'années mettre en place, qui a aujourd'hui une résonance internationale évidemment. Tu l'as évoqué aussi en début d'émission, tu avais souhaité sortir un petit peu de cela pendant quelques temps, et puis y revenir maintenant, c'est ton souhait ? J'y suis revenu depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'ai annoncé ma décision de revenir il y a 1 an. J'ai repris concrètement depuis septembre 2024. Et à peine je suis revenu que ça explose de tous les côtés. Je suis allé à Oxford à un congrès transpersonnel où j'ai animé un cercle avec aussi des gens de plein de nationalités différentes, ce qui amène des demandes. Là, je reviens, j'étais il y a moins d'1 semaine en Islande pour le forum Spirit of Humanity, qui est quelque chose qui existe depuis 12 ans en Islande, soutenu par le gouvernement islandais de manière très active, des gens du monde entier. Et là, on était 4, donc 3 autres personnes que j'ai formées pour me soutenir. Un cercle de pardon avec 155 personnes de 39 nationalités différentes. Et les gens qui vivent en 1h30, parce que le timing est très serré dans les congrès, donc au lieu d'un cercle de 2h30, 3 heures comme on fait, on m'avait donné 1h30.
et d'amener en 1h30 les gens à être impactés dans le cœur d'une manière aussi profonde, en plus des gens qui ont fait plein d'ateliers, qui ont fait plein de choses ailleurs, c'est beau de voir à quel point ça les touche et comment derrière ils disent comment je fais si je veux me former pour pouvoir créer des cercles au Rwanda, en Argentine, en Belgique, en Angleterre, partout. Voilà. Quand on connaît ton parcours au travers du pardon, je me suis posé la question de savoir est-ce qu'il y avait des gens sur cette planète à qui tu devais encore pardonner? Alors, tu sais, moi, je n'ai pas la prétention d'être arrivé. Hein. D'ailleurs, je l'avais écrit dans Peut-on tout pardonner en disant si demain il m'arrive une grosse crasse, est-ce que parce que je suis Olivier Clerc, parce que j'ai écrit ces bouquins, je vais pardonner comme ça en claquant des doigts? Non. La seule différence, c'est que je sais qu'il y a un chemin. Je sais qu'on peut faire ce chemin. Je sais qu'il y a des outils et des moyens. C'est un peu comme si tu tombes malade. Soit tu sais qu'il existe plein de thérapeutes et de thérapies, phyto, homéo, aroma, allopathie, etc. Soit tu es là à devoir essayer de réinventer la médecine tout seul. Moi, aujourd'hui, le seul avantage que j'ai, c'est de connaître non seulement la méthode que je propose, les cercles de pardon, mais d'en connaître plein d'autres. Fred Luskin, à l'université de Stanford, il fait un travail génial. L'année dernière, j'ai été exprès traduire en français et incruster moi-même les sous-titres d'une de ses conférences, parce que je me dis, voilà une réflexion d'une justesse, d'un bon sens. Puis c'est quelqu'un, ça fait 30 ans qu'il étudie ça comme un universitaire, c'est-à-dire avec des études de terrain concrètes. Et on a besoin de ça. Donc moi, je sais que il y a encore des choses qui me font sortir de mes gonds. Je suis pas parfait. Je l'ai dit dans cette conférence qui a été mise en ligne hier, sur le pardon à soi, que j'ai donnée il y a 15 jours. J'ai dit de demander à ma femme, elle vit avec moi tous les jours. Je suis en chemin. Je suis un type comme les autres. J'essaye du mieux que je peux de mettre en pratique ce que je raconte. Mais Dieu sait si le chemin, il se fait tous les jours. Mais concrètement, est-ce qu'il y a là, dans ton esprit, évidemment sans citer qui que ce soit, une personne à qui tu devrais pardonner? Là, ici, maintenant, au moment où je te parle, non. Non. Non, Okay. je suis... Donc tu es en paix avec ça, il y a pas Je suis en paix avec ça. Okay. Par contre, quelque chose que je rajoute, parce que c'est quelque chose qu'on ne dit pas assez, avoir fait œuvre de pardon par rapport à une relation, ça ne signifie pas forcément qu'il y a eu réconciliation. Non. Pour se réconcilier, il faut être deux. On est bien d'accord. Si l'autre personne qui t'a fait des crasses pas possible est prête demain à recommencer, tu vas pas recréer des liens. Tu vas dire, tu vas faire le travail. Un jour, tu auras le cœur en paix, mais tu diras à cette personne, on va peut-être éviter de se voir. Je suis pas fou, je vais pas me mettre en danger, je vais pas me mettre dans une situation où potentiellement je vais de nouveau être blessé. Moi, je dis toujours, j'enseigne pas un pardon paillasson, j'enseigne pas un pardon victime. Je transmets un pardon qui permet aux gens d'être bien dans leur vie, mais avec tout le discernement qui va avec et qui fait qu'on sait si on peut renouer une relation ou pas. Et Desmond Tutu, avec qui l'archevêque d'Afrique du Sud, qui a travaillé avec Nelson Mandela, il disait la même chose dans son livre, Le Grand Livre du Pardon. Il disait, une fois que vous avez pardonné, vous devez vous poser la question, est-ce que je renoue la relation? Et là, pour ça, vous devez vous assurer que les conditions le permettent. Ou est-ce que je coupe la relation? J'y mets un terme. Et ça, moi, dans l'église catholique où j'ai grandi gamin, jamais on nous disait ça. C'est vrai. Jamais on faisait la distinction entre pardon et réconciliation. Et il y a des gens, comme ils savent que la réconciliation n'est pas possible, ils se privent du pardon. Mais tu peux avoir le cœur totalement en paix, puis dire, OK, c'est bon, mais on va en rester là. Alors ça, c'est très libérateur. Oui, parce que moi, il y a des gens à qui je souhaite le meilleur dans leur vie, mais j'ai pas l'intention de les revoir demain renouer quoi que ce soit. Parce que les conditions sont pas là. Ouais, absolument. Donc tu souhaites faire des rituels de cercle de pardon géants? C'est pas que je veux faire des géants, je suis pas dans une course au Guinness Book des records, mais il se trouve que je suis invité des fois dans des contextes où il y a beaucoup de monde. Non, mon souhait, c'est que comme c'est un outil très simple et très puissant, qui a déjà changé la vie de, 150 000, 200 000 personnes, je pense aujourd'hui. Il y a des cercles dans une quinzaine de pays, on a formé pas loin de 800 personnes à en animer. Donc mon souhait aujourd'hui, que je suis de nouveau là, en plus je parle couramment anglais, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, c'est de pouvoir partager ça davantage encore à l'étranger, parce que c'est quelque chose qui peut faire du bien. Et en même temps, je dis toujours, moi je défends plus le pardon que juste ma méthode, les cercles de pardon. De la même manière que je défends la santé, mais pas telle méthode de santé. Je pense qu'il faut qu'on travaille pour quelque chose de plus grand. Donc dans Peut-on tout pardonner, tu l'as certainement vu, je parle non seulement des cercles de pardon, mais je parle de Ho'oponopono,
la méthode hawaïenne. Je parle des 9 étapes du pardon de Fred Loskin, et je parle de Colin Tipping et le pardon radical, pour bien montrer aux gens que si telle méthode vous convient pas, c'est pas grave, il y en a d'autres, vous trouverez celle qui vous convient. Et ça, je pense que c'est important encore une fois, d'ouvrir. Ouais. 3 ouvrages, c'est 3 en livre de poche. Ouais. Voilà, j'arrête de me juger en 21 jours. Ouais. Ça, c'est évidemment intéressant. Peut-on tout pardonner? Alors là, si c'est pas la question existentielle, je ne m'y connais pas. Et puis, lâche ton trapèze et... Attrape le suivant. Attrape le suivant. Alors celui-là, c'est différent, c'est un ouvrage sur les transitions. Et je pense que comme on vit pas mal de transitions en ce moment, d'avoir de nouveau des clés différentes pour gérer les grandes transitions de notre vie, c'est pas inutile. 21 jours de travail personnel avec des tests, avec des exercices pour accéder à l'essentiel, avec des bilans hebdomadaires pour progresser, et tout ça, évidemment, en douceur. Et puis, dans l'actualité d'Olivier, il y a évidemment ce petit coffret qui... Il était sorti à l'époque de la sortie du livre, non, hein? Non, il est sorti après, il est sorti après, un an après, je pense. Ouais, il est sorti après, parce que quand on avait fait l'émission avec le livre, alors moi j'ai l'application, évidemment, et je reçois régulièrement les petites notifications pour réenchanter votre quotidien grâce aux routines spirituelles, voilà, avec la tasse de café. Je sais pas, il n'y a pas la phrase. Non, mais ce qui est très drôle, si tu veux, c'est que j'ai pas parlé du café dans ce livre et que le ou la graphiste, je sais même pas qui c'est, ça sort, a été mettre ça sur la couverture. Et je me suis dit, ça, c'est trop fort quand même. C'est un joli signe. Ouais. C'est un joli signe, évidemment. Et alors, le coffret avec ses 42 cartes pour spiritualiser votre quotidien. Comment est-ce qu'on procède là aussi, chaque jour? Une carte? Je tirais une carte au hasard. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des gens qui avaient pris le livre et qui ont fait leur propre carte. Notamment, j'ai une amie qui est guide sur les chemins de Compostelle. Et chaque matin, elle faisait tirer comme ça un truc au hasard. Elle avait plastifié les choses. Et puis, finalement, le coffret est sorti. Donc, c'est encore plus simple d'en tirer une au hasard et puis d'avoir le verbe et l'application pratique de la journée. Ou, comme tu le dis, d'aller sur mon site. Exactement. Et de s'inscrire pour recevoir pendant 100 jours une petite pensée par jour. Une petite pensée par jour, et ça fait du bien. Et même si vous avez fait le tour des 100, on recommence. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Voilà, écoute, je me sens tellement chanceux en ce moment, je suis tellement dans la gratitude depuis un mois. Oui, c'est un tel changement, une telle renaissance. En plus, j'ai été opéré le jeudi saint, donc tu vois, ça avait vraiment toute une espèce de symbolique. Que de signes. Donc, je sais pas, franchement, je m'estime comblé là. Les soirées gratuites avec les soirées, les SAS? Le SAS? Le SAS? Oui, ça, ça, c'est quoi ça? Écoute, comme je disais, je pense qu'on vit une transition majeure aujourd'hui et que beaucoup de gens ont littéralement le cul entre deux chaises. Ils sont plus complètement dans le monde d'avant. Il y a plein de choses qui ont changé. Ils sont pas encore complètement dans le monde d'après. Ils sont dans un espace entre deux. Puis le SAS, tu sais, tu as la moitié de la combinaison de plongée, tu as de l'eau jusqu'à la taille. Tu n'es ni dans le sous-marin, ni dans l'océan, tu es entre deux. C'est assez inconfortable. Et j'ai envie de partager, alors vraiment de façon gratuite sur Zoom, de manière régulière, des clés, des outils, des histoires, des choses pour qu'on navigue ensemble cette transition. Et ça va démarrer peut-être très très prochainement, peut-être même avant l'été. Ouais. En tout cas, c'est noté. Moi, je vous invite vraiment à lire Olivier parce qu'il y a beaucoup de sagesse. Et en tout cas, même si parfois il y a des choses qui paraissent compliqué à mettre en application, le fait de se poser ces questions, d'avoir cette réflexion-là, ou de faire ce petit travail d'introspection qui donne envie de réfléchir, qui donne envie de se poser les bonnes questions, tu le permets. Donc, au travers de tout ce que tu fais, de tout ce que tu as pu faire et tout ce que tu vas continuer à faire, bien sûr, merci. Merci pour tout ça et gratitude infinie pour le temps que tu nous as accordé là. C'est moi qui te remercie pour cette émission de qualité. Et c'est pas du passage de brosse à reluire. Je dis à qui veut l'entendre que tu fais partie des 2 ou 3 meilleurs intervieweurs que j'ai eus. Et voilà, ça mérite d'être dit quand même. Merci infiniment, merci beaucoup. On se retrouve, rentre bien. Merci, ouais. Rentre bien. Je me souviens juste d'un truc comme ça au passage, je me souviens d'une vidéo. Et j'étais très 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 intrigué. Un tournage que tu as fait dans une espèce de maison qui est sur pilotis en forme de soucoupe volante. Exactement, ouais.
au domaine du Taillé, c'est en Ardèche. Ouais. Incroyable cette maison. Incroyable, elle est magnifique, ouais. Et il y a une série de vidéos, elles y sont toujours ces vidéos? Oui, c'est les vidéos qui ont été faites sur Magicien du quotidien, c'est un petit webinaire là-dessus, et Gabin Bollet, avec qui j'ai fait ça, il avait trouvé ce lieu que plein de gens louent pour faire leurs ateliers sur place. Et les gens qui ont créé ce lieu, ils se sont fait cette espèce de soucoupe volante. Incroyable, c'est une maison, elle est sur pilotis, hein, c'est ça? Oui, non, il faut. Là-dessus, on tape domaine du Taillé, on peut domaine voir du ça. Taillé, allez voir ça et regardez les vidéos évidemment en rapport. Ça m'avait profondément marqué. Je lui ai dit, wow, il va décoller d'un coup, Olivier, ça va être vite réglé. Merci infiniment, prends bien soin de toi. Marc. Merci, vous allez commenter comme toujours avec bienveillance, il y a beaucoup de choses à écouter, à réécouter, à entendre, réentendre et à mettre évidemment dans la mesure du possible en application si vous en ressentez la vibration. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.